Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. On ne peut transformer un homme simple comme moi en dictateur sanguinaire. J'ai découvert que j'étais dictateur sanguinaire. C'est l'une des citations de la semaine au Togo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. La citation en question est de Faure Gnassingbé. Le président de la République s'exprimait ainsi publiquement pour la première fois depuis la crise née le 19 août dernier au Togo. Les Togolais et sans doute la communauté internationale attendaient cette sortie du chef de l'État togolais. Ils sont servis. Il s'exprimait à l'ouverture du congrès de son parti à Thiévié. Comment accueille-t-on ce discours du président de UNIR? Laisse-t-il une place à une rapide sortie de crise au Togo? Ce dimanche, les cadres militants de UNIR vont élire les nouveaux dirigeants du parti au pouvoir en mode provisoire. Depuis avril 2012, les instances dirigeantes de l'Union pour la République vont connaître un renouvellement. Comme si c'était un signe, le congrès de UNIR intervient en pleine crise sociopolitique au Togo. C'est le PNP qui a sonné la fin de la récréation. Depuis ce samedi-là, tous les partis ou presque cherchent leur devenir sur la scène politique. Fait nouveau, l'impressionnante mobilisation des Togolais de la diaspora. C'est de nouveau un samedi que cette diaspora du Ghana, du Bénin, de France ou encore de Hollande a manifesté son opposition au pouvoir de Lomé. 50 ans, ça suffit, le slogan ne connaît plus de frontières. La crise elle-même ne veut pas s'accommoder de barrières, puisque plusieurs capitales s'invitent discrètement ou ouvertement entre le pouvoir et l'opposition. Washington et Paris sont les toutes dernières à appeler les Togolais à un dialogue immédiat. Les deux puissances n'ont pas été tendres avec le phénomène des hommes en cagoule. Ce nouvel appel sera-t-il entendu par les acteurs politiques? Une partie de ces acteurs avait entourné de soutien et de solidarité à l'intérieur du pays. Il s'agit d'une délégation des 14 partis de la coalition de l'opposition. Ils ont été au contact avec ceux qui ont été au contact avec les tensions de Sokodé, Bafilo ou encore Mango. Les détenus de Lomé n'ont pas été oubliés. Certains ont même recouvré la liberté. Quelle solution pour la crise au Togo? Voilà la principale question du jour. Les Togolais la trouveront-ils seuls ou en compagnie d'amis et partenaires étrangers? Ce D12 spécial a invité 3 acteurs publics. Fulbert Actisso est acteur politique. Maître Jean Degli est de la société civile. Dani Aïda est expert international. L'émission du jour est mise en onde par Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va. Ça va. On répond souvent togolaisement. Ça va. La toute première question, je vais la poser à Dani Aïda. Je rappelle que Dani Aïda est expert international, mais il est également togolais. Il se dit que vous avez démissionné du NDI. Je rappelle également que le NDI, c'est le National Democratic Institute. Non, je n'ai pas démissionné. Je suis arrivé ici au bénéfice d'un petit congé que j'ai pris. C'est vrai que je suis impliqué aux côtés d'un certain nombre d'organisations togolaises pour essayer de nous positionner. Parce que ce qui se passe au Togo en ce moment nous interpelle. Ce qui n'exclut pas que je maintienne mon poste comme représentant résident du NDI en RDC. Sur les réseaux sociaux, on a quand même lu Dani Aïda qui était, je crois, à Abidjan et puis à Ouagadougou. Ouaga, Cotonou et puis à Lomé. Oui, est-ce que c'est dans la droite ligne de vos occupations au NDI? Non, du tout. Là, je suis allé parce que j'ai compris que la communauté sous-régionale comprend mal ce qui se passe au Togo et je me suis, à ma qualité de citoyen togolais, je suis allé sensibiliser la société civile ivoirienne, la société civile burkinabé, la société civile béninoise sur la situation qui prévaut chez nous, mais qui n'est pas nouvelle. Et il se fait que ces organisations dans ces 3 pays ont pris position sur ce qui se passe au Togo. Et l'apothéose a été la conférence que nous avons eue à l'Agora Senghor hier, ici à Lomé. La société civile du Burkina, de ces pays-là, ont pris position. On ne sait pas si le NDI également prend position sur ce qui se passe au Togo. On sait que Washington a réagi, mais que dit le NDI? Est-ce que le NDI dit quelque chose par rapport au Togo? Le NDI n'a pas à prendre position. C'est un organisme d'appui au processus politique. Le NDI était au Togo, appuyant les partis politiques, la société civile. Il a pris au bagage au moment où l'organisation n'avait plus de programme. Et nous espérons que dans les prochains mois, il reviendra si les Togolais démontrent qu'ils méritent d'être soutenus et si ce processus a du sens. Encore une question à Dani Aïda avant de passer aux autres. Il se dit que vous êtes menacé puisque c'est vous-même qui avez mis, je crois, cela sur votre page Facebook ou sinon certains activistes togolais. Quelle est la réalité?
Non, ben, on a fait une conférence publique le vendredi et dans la soirée, il y avait quelques coups de fil anonymes, des numéros couverts qui m'appelaient pour proférer des menaces que je ne prenais pas au sérieux. Et j'en ai informé quelques autorités, mais je crois que cela se rapporte aux manœuvres de quelques personnes qui croient que le Togo doit rester ce jardin privé de quelques-uns et que nous autres, on n'avait pas le droit de nous en mêler. Je crois que cette personne se trompe. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à nous intéresser aux affaires publiques de notre pays et nous avons l'intention de continuer. Quand on parle des affaires publiques, vous savez que celui sur lequel tous les regards sont tournés depuis quelques mois, c'est le chef de l'État, même si on parle de Tipi Adjadam, c'est le chef de l'État et les Togolais voulaient les goûter, les Togolais le suppliaient presque pour qu'il parle. Finalement, le chef de l'État a parlé. Maître Jean Degli, vous êtes un ancien ministre, je vous rappelle également que vous êtes président de Bâti le Togo. Est-ce que vous avez écouté Fagne Tingbe? En fait, je n'ai pas écouté le chef de l'État. J'étais à l'intérieur du pays, mais j'ai reçu une portion de son discours par WhatsApp, que des amis ont envoyé sur les réseaux sociaux. Et bon, j'ai trouvé dommage que le chef de l'État n'ait pas encore répondu à la grande question qui se pose au pays. Et que dans son discours, j'ai remarqué deux choses. D'un, qu'on l'accusait d'être dictateur sanguinaire. De deux, qu'il était serein. Mais je voudrais que le chef de l'État soit plutôt un jour serein parce que cette difficulté, ce chaos, cette crise dans laquelle nous sommes est résolue. Et là-dessus, malheureusement, le discours, alors que beaucoup de personnes attendaient la sortie du chef de l'État depuis ce qui nous paraissait indispensable pour le premier responsable d'un pays qui est en crise, où on tue des gens, où des gens manifestent, où on brûle des bâtiments. Le chef de l'État devait depuis parler et proposer quelque chose de sérieux à son pays pour sortir de cette situation de crise. Et il n'a pas fait. Et lors du congrès de son parti, bien sûr, ce n'est pas le lieu le plus indiqué pour qu'il aille le faire, parce que c'est comme si le chef de l'État ne parlait qu'à ses partisans. Mais il aurait pu profiter de l'occasion. J'espère que s'il doit faire encore un discours de clôture, il pensera à cela. C'est très important. Je ne sais pas si Philbert Atisso a lu le chef de l'État, puisque beaucoup n'étaient pas admis dans la salle du congrès. Est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous retenez de sa sortie? D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir érigé ce beau panel qui nous permet de faire un débat qui va apporter, je crois, un plus et peut-être beaucoup de choses à la situation, surtout que nous sommes dans un contexte politique assez tendu, assez difficile. Je voudrais dire ma satisfaction d'avoir retrouvé Dani Aïdad. Je le lui ai dit parce que j'ai eu le privilège de participer à sa conférence débat. On a exercé le journalisme ensemble dans une période où c'était à la fois passionnant parce qu'on aimait ce travail, on était formé pour, et c'était une période aussi très difficile parce que c'était la période de Gnassingbé et Yadema, on ne pouvait pas exercer aussi facilement la profession. Et dire ma joie aussi de retrouver Jean, mon ami, parce que quand on est avec Jean, ce qui est intéressant, c'est que Jean est un acteur du début du processus, donc il est un témoin assez actif et vivant, donc on partage beaucoup d'expériences avec lui. Et puis nos idées se sont croisées à un moment donné, nous avons eu à faire des tentatives ensemble qui n'ont pas marché bien sûr. Donc le panel est très intéressant pour que nous réfléchissions sur les pistes de solution à la crise. Bon, maintenant, sur la question de savoir si j'ai écouté le chef de l'État, bien sûr que je l'ai écouté. Le chef de l'État a dit des choses, mais il a dit à ses militants, aux militants de son parti politique. Il est chef d'un parti politique uni qui est en congrès. Ce congrès, comme il a dit lui-même, a été réclamé depuis très longtemps. Mais j'étonne que ce congrès advienne pendant que le pays est en crise. Ce n'est pas plus mauvais que ça. Mais nous aurions souhaité que le chef de l'État s'exprime sur une autre tribune et puis beaucoup plus face au peuple togolais, pas face à ses militants, pour dire ce qu'il pense de la situation dans laquelle nous nous trouvons, puisqu'il a reconnu lui-même que le Togo traverse des situations difficiles.
Et puis, quelles sont ces solutions à la crise dans laquelle nous sommes? Donc, le chef de l'État a parlé, et lorsqu'il dit, par exemple, que nous avons suffisamment démontré que nous sommes assez forts, que nous sommes optimistes quant à une issue heureuse de la crise, il parle à ses militants, il ne parle pas au peuple. Et comme l'a dit Jean, nous souhaiterions que le peuple, enfin que le chef de l'État parle au peuple dans une occasion solennelle où il s'exprime sur la crise et propose éventuellement les solutions de sortie. Vous avez sans doute écouté les deux, dit que le chef de l'État a beaucoup plus parlé à ses militants qu'au peuple togolais. Est-ce que ce n'est pas un choix? Bon, est-ce que c'est un choix? Déjà, moi, j'ai trouvé que sa dernière sortie révèle une certaine gravité. Avant, j'interprétais son silence comme étant du mépris pour le peuple togolais. Mais sa sortie démontre qu'il n'a pas encore pris la mesure de ce qui se passe actuellement au pays. Et voilà, le président de la République, des gens meurent, des gens manifestent, des gens réclament des réformes politiques par rapport auxquelles il s'était engagé depuis plus de 11 ans, 12 ans déjà. Et il sort et il pense qu'il y a une solution à l'intérieur du microcosme du parti politique auquel il appartient. Il fait croire à ses militants qu'il leur appartient. Alors en lisant entre les lignes et connaissant ce parti, il y a le sentiment qui se dit, ben, écoute, mon père a eu à résister à ce vent-là, et je vais résister aussi. Je compte sur vous pour qu'on tienne bon, qu'on garde le pouvoir. Et je trouve que c'est assez grave parce qu'il n'a pas compris que les exigences actuelles, on est arrivé à un niveau où le vase est plein, des gens se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et je crains que s'il continue sur cette lancée, les conséquences ne soient plus désastreuses que ce qu'on a déjà. Daniel Aïda, sans doute que vous connaissez la situation dans un certain nombre de pays, mais quand le chef de l'État parle de sa sérénité, quand il fait référence au fait que les institutions, une bonne partie ou la plupart, sont pilotées par des cadres de ce parti-là, est-ce que les solutions, pour notre pays, est-ce que ces solutions-là ne sont pas à unir? Bon, ça serait à unir si à la sortie de Tchévier, on nous dit, ben, on vient de constater que nous ne sommes pas démocratie, nous faisons un amende honorable, et puis voilà, nous vous promettons que dès le lendemain, nous allons commencer à opérationnaliser les réformes auxquelles nous avions souscrit. Mais là, les connaissants, je ne sais qu'ils ne vont pas le faire. Le président a donné le temps à 10 ans à ses militants, écoutez, je compte sur vous, on va conserver ce pouvoir. Vous voyez? Et là, il va amener ses adversaires à se braquer encore plus. Donc, et si on voit que cette intervention est arrivée plutôt quelques jours après quelques tentatives de médiation de la sous-région qui n'ont pas tellement porté, je crois que nous sommes en train d'entrer là dans une situation d'instabilité qui va certainement aggraver ce que nous vivons déjà. Maître Jean Desglis, est-ce que c'est ce qu'il a dit, le chef de l'État? Nous conservons le pouvoir. Je crois que, comme l'a dit Dani, il faut lire entre les lignes. Certaines choses, quand elles sont dites de certaines manières, permettent d'arriver à certaines conclusions. Parce que le chef de l'État compte sur son parti. Il compte sur ses militants. Nous sommes au Togo. Je crois que UNIR n'a pas le 10e de la population togolaise comme membre. Mais il compte sur cette minorité-là à qui il parle. Et il refuse de parler à l'ensemble du peuple. Alors finalement, l'intérêt du chef de l'État, c'est un intérêt qui est partisan. Tout est réduit à vivre moi, vive mon parti. Le Togo a besoin de solutions. Les gens manifestent dans la rue. Et je crois qu'une bonne partie de ce peuple a besoin que ces réformes soient faites. Ces réformes qui sont prévues depuis 2006. Si nous ne voulons pas dire que nous avons une constitution depuis 1992 qui n'a jamais été respectée. Les réformes sont prévues pour revenir aux fondamentaux de cette constitution depuis 2006. Et nous sommes là jusqu'à présent. Et lorsque, après des mois de manifestations, depuis le mois d'août, qu'il y a ces manifestations, il y a mort d'hommes tout le temps. Mort d'hommes, violence tout le temps. Et le chef de l'État intervient et on n'entend pas un seul mot adressé à ce peuple-là. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le lieu en réalité. Mais à partir du moment où on a attendu pendant longtemps qu'il s'exprime et qu'il ne l'a pas fait, le jour où il s'exprime, il devait avoir quelques mots à l'attention. Ce n'est pas seulement de dire les condoléances aux gens et puis de dire prompt rétablissement aux blessés. Hein. Ce n'est pas seulement ça.
Et cette dimension-là, malheureusement, je crois que le chef d'État doit la cultiver. Quand il dit que le pays est en crise, que nous traversons des moments difficiles, est-ce qu'il ne fait pas aussi référence, au-delà de son parti et des militants de son parti, à l'ensemble du peuple togolais? Gilbert, je n'ai pas très bien compris la question, mais ce que je peux répondre, c'est que quand le chef de l'État dit le pays est en crise et qu'il traverse des moments difficiles, ben, il dit ce que tout le monde connaît déjà. Il reprend une rhétorique qui est dite tous les jours. Bon, maintenant, est-ce que la solution est à unir? Je dirais, la solution est avec le chef de l'État. Si le chef de l'État veut, s'il en a la volonté, demain, il peut apporter la solution à la crise que nous sommes en train de vivre. Donc là, vous faites une démarcation entre le chef de l'État et son parti? Absolument, il y a une démarcation. Le chef de l'État, son appareil, l'appareil politique avec lequel il travaille, c'est unir. Le parti politique est un appareil, mais le chef de l'État lui-même est un organe. Il dirige le pays. Le pouvoir politique, c'est à la fois la prévision, le commandement et la décision. Donc il a ces trois choses-là. Il dispose de tous les attributs de l'État, l'exercice de la violence légitime, les forces armées, etc. Donc, à un moment donné, une population qui est gouvernée pendant plus de 50 ans par une seule famille et qui se retrouve, malheureusement, cette population se retrouve malheureusement dans une situation difficile. Il n'y a pas de mieux-être pour ces populations-là. Et alors ces populations disent, eh bien, comme la démocratie, nous voudrions que le pouvoir change de main, qu'une seule famille ne dirige pas le pays pendant tout le temps, que les agents qui exercent le pouvoir, le personnel politique dirigeant, changent de main, se renouvellent. Et donc des exigences ont été posées par rapport à cela. Retour à la Constitution de 1992. Cela veut dire que si on retourne à cela, un ensemble de réformes qui sont exigées, limitation des mandats, de tours, s'y trouvent au sein de cette Constitution de 1992. Si le chef de l'État veut, il a la solution. Mais quand on écoute le discours qu'il a tenu, on comprend qu'il ne veut pas apporter la solution. Puisque qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la vérité finira par triompher. Le même discours que celui de son père, il y a quelques années. Son père qui disait, si ce que je fais était mauvais, que Dieu me barre la route, si c'est bon, que Dieu me laisse continuer. Le 5 octobre, on lui a barré la route. Il ne l'a pas reconnu, il a pensé que c'était une manipulation des jaloux des acquis de son régime et que la vérité finira par triompher. Aujourd'hui, on nous tient le même discours. Donc nous sommes dans un contexte où le chef de l'État estime que la vérité se trouve avec lui, avec son parti. Il demande à ses militants de se mobiliser derrière lui et que les autres qui revendiquent des choses dans la rue et qui le traiteraient de dictateur sanguinaire ont le tort avec eux. À partir de ce moment, il n'est pas prêt d'apporter la solution. Moi, c'est ce que j'ai compris. Le chef de l'État n'est pas prêt d'apporter la solution. Bon, maintenant, est-ce que la solution est avec lui? Oui, la solution est avec lui, mais nous faisons partie de la solution en tant que coalition et en tant que population qui se mobilise dans la rue pour que cette solution soit trouvée. Et c'est les toutes premières interventions du chef de l'État, du moins publiquement, depuis la survenue de cette crise. Vous êtes en train de le juger sur ses premières sorties. On ne sait pas s'il fera une nouvelle sortie à la clôture de ce congrès, puisqu'on ne sait pas s'il va être reconduit ou pas à la direction à la nation de ce parti-là. Mais vos jugements, est-ce qu'ils ne sont pas trop durs? Non. Je ne fais même pas de jugement, parce que le jugement est à Dieu ou le jugement est dans les tribunaux. Jean Desglis, quand on parle de jugement, il faut aller devant les cours, les tribunaux. Mais moi, je fais une analyse et je fais un constat. Alors, mon constat, c'est de dire tout simplement que dans ce pays, il y a une volonté qui bouillonne pour que... il y a 50 ans que ça dure, la même famille, le même parti. Bien, vous l'avez dit. Ça change. Oui, vous l'avez dit. Bon, maintenant, nous voudrions que ça change. Certains s'arc-boutent sur leur position en disant « ça ne changera pas ». Voilà toute l'explication de la crise que nous connaissons. Maintenant, si nous voulons que la solution
arrive, si nous voulons apporter la solution, eh bien la solution est du côté du chef de l'État. Nous en parlerons dans un instant à Tivier. Il se peut que le chef de l'État abandonne la direction de son parti. Est-ce que cela peut signifier un début de solution? Solution à quel problème? Parce que déjà j'ai l'impression qu'on ne se met même pas d'accord. On ne sait même pas qu'est-ce qui nous divise au Togo aujourd'hui. J'ai été surpris que le chef de l'État s'étonne qu'on le traite de dictateur, par exemple. Un dictateur, c'est qui? C'est celui qui détient de ses mains l'ensemble des pouvoirs de l'État. C'est celui qui fait que les consultations électorales ne soient en fin de compte que des formalités. C'est celui qui caporalise les institutions de l'État. C'est celui qui patrimonialise la gestion publique. Et c'est, là je viens de vous décrire le Togo de 2017. Un dirigeant sanguinaire, c'est lequel? Je crois que les Nations Unies ont parlé de 500 morts en 2005. Et des gens continuent à mourir dans notre pays aujourd'hui, du fait de la gestion de l'État togolais. Et le chef de l'État, je ne sais pas s'il l'ignore, mais il est comptable de chaque mort qui survient dans notre pays. Et l'adjectif qui sied en ces circonstances, c'est sanguinaire. Alors s'il ne veut pas, il doit devenir démocrate. Devenir démocrate, c'est par exemple favoriser à ce que l'alternance soit possible à la tête du pays. Que toute la gestion de l'État ne se rapporte pas à sa personne, à sa famille et à l'armée qui le protège, par exemple. Je crois qu'il faut cet effort-là du côté de M. Faure Gnassingbé et nous serons réconciliés. À Tivier, en fait, il se dit que le chef de l'État ne soit pas reconduit comme premier responsable de son parti. Est-ce que ça va être un premier pas vers éventuellement une solution? Ce qui peut se cacher derrière, bon, c'est qu'il peut mettre ses fidèles. Est-ce que celui qui lui succéderait, c'est le candidat potentiel du parti aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle? Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais alors, vous savez, moi, je caractérisais le régime actuel en disant qu'on a passé au temps du RPT au parti d'État, du parti État, maintenant au parti de l'État. Au Togo aujourd'hui, si vous n'êtes pas à unir, vous n'avez pas des parents unis, bien placés, vous n'êtes rien, vous ne gagnez rien, vous ne gagnez aucun marché. Et quand vous avez des problèmes, ben, vous allez moisir dans votre coin. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont quitté le Togo. Alors, je crois que si le chef de l'État fait l'effort de quitter le parti, c'est déjà bien. J'attends à ce que des messages importants du genre de ce qu'il a essayé de passer en ce moment ne passent plus également par l'entremise de ce parti, mais un message à la nation, par exemple, pour rassurer. Son père disait qu'il aimait être au-dessus de la mêlée. C'est ça qu'on attend de lui aujourd'hui. Pas pour encore conserver les choses, mais faire en sorte que le jeu devienne équitable. Je crois que si c'est telle est son intention, ben nous l'y encourageons. Ce congrès, maître, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur... Le fait que le chef de l'État quitte la tête du parti, si cela intervient, bon, c'est peut-être une bonne chose, mais je ne vois pas ce que ça va changer. Et Adema avait quitté la tête du RPT. Il avait mis d'autres personnes comme président. Amélie Niato a été président, Kofi Sama a été président. Qu'est-ce que ça a changé au Togo? Ça n'a rien changé. Alors si c'est nous faire le copier-coller de ce que papa a fait, je ne vois pas où ça nous amène. Ça nous amène nulle part. Le fait de quitter la tête du parti n'est pas la solution pour le Togo. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a ces réformes-là que le peuple revendique. Et là, notre constitution de 92 a été adoptée à plus de 98%. Parce que quand on a comptabilisé définitivement le vote après, les 97,4%, on a trouvé 98,3% de voix favorables pour cette constitution. Aujourd'hui, si on ne la fait pas revenir, en tout cas, ça veut dire que ce peuple veut la démocratie, veut l'état de droit. Au moins que les fondamentaux reviennent. Et c'est tout ce qu'on demande au chef de l'État, pas plus que ça. Et qu'il y ait la possibilité d'alternance. Lui aussi, il a fait un certain nombre de mandats, qu'à un moment donné, il puisse céder la place à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas, en fait, je ne vois pas en quoi c'est aussi difficile que ça. Vous savez, le problème du Togo, c'est essentiellement mon intérêt d'abord, c'est-à-dire l'intérêt général, on l'oublie. Et deuxième chose, c'est qu'on a une armée qui a la solde de certaines personnes qui croient détenir le monopole de la violence officielle, et qui pensent que parce que l'armée est l'épine dorsale de leur pouvoir, ils ne lâcheront jamais. Je suis sûr, si on avait une armée, d'abord nationale, pas essentiellement tribale, et puis républicaine totalement, aucun chef d'État au Togo ne pourra faire ce que nous avons aujourd'hui. Aucun pouvoir, aucun régime ne pourra faire ce que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, le Togo est ce qu'il est, il a les problèmes qu'il a. Il faut qu'à un moment donné,
on en arrive à s'arrêter. Les gens sont en train de penser au développement. Et nous sommes encore en train de réfléchir à qui va gouverner ce pays. Les gens pensent au bien-être de leur population. Et nous sommes en train de penser à combien de mandats le président de la République va faire. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est anachronique. Beaucoup estiment que ce que vous venez de dire n'est pas... ou les origines, ou ce qui est à l'origine de tout cela ne vient pas forcément du pouvoir en place, que l'opposition en est pour quelque chose. Si le Togo reste en retard par rapport à un certain nombre de pays. On fait référence à la coopération avec l'Union européenne qui avait été suspendue sur la durée. Vous savez, la coopération a été suspendue parce que nous ne respectons pas les règles. La coopération n'a pas été suspendue parce que les opposants sont très beaux et on a envie de leur faire un cadeau. Si nous respections les règles, les opposants ont beau avoir des discours extraordinaires, personne ne les suivrait. Si nous ne respectons pas le minimum de droits pour nos concitoyens, si nous violons les droits tous les jours, si nous voulons conserver le pouvoir, si nous faisons de la gabégie, les détournements, la patrimonialisation de la gestion publique, alors vous voulez que les gens injectent de l'argent chez nous n'importe comment? Je crois que le régime doit chercher à balayer un tout petit peu devant sa porte en ce qui concerne la coopération. Revenons dans le présent. J'ai envie de dire quelque chose qui peut être important. C'est le fait que tout à l'heure, Jean Degli disait que ce régime a toujours été soutenu par l'armée, qui n'est pas républicaine. Ça, c'est vrai. C'est un discours que nous tenons depuis le début du processus de démocratisation, et même avant cela. Mais j'ai envie de dire que l'armée a peut-être aussi évolué, parce que beaucoup de gens formés, jeunes, etc., sont rentrés peut-être des écoles et sont dans cette armée. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous n'avons jamais mis l'armée à l'épreuve, dans une épreuve sérieuse, pour savoir aujourd'hui quelle est sa position réelle. Avant la révolution au Burkina Faso, tout le monde se disait que l'armée burkinabé n'était pas républicaine et que si jamais il y avait une mobilisation contre le régime de Blaise, une expression de la rue, que l'armée allait la réprimer. Eh bien, on a vu comment cette armée s'est comportée. Et moi, j'ai dit, nous n'allons pas continuer à brandir l'armée togolaise comme étant un épouvantail, comme étant le soutien du régime, comme étant anti-républicaine, pour engourdir toute initiative d'expression populaire. Il faut davantage dire que nous devons aujourd'hui, en tant qu'opposition, considérer que l'armée a évolué et que si demain il y a une expression populaire sérieuse dans la rue, eh bien nous verrons comment cette armée se comporterait. Ça, c'est quelque chose qui nous semble très important. Si nous continuons à brandir l'armée comme étant un épouvantail pour agiter la peur de l'armée, pour engourdir toute expression populaire, ça peut être nuisible au combat que nous sommes. Mais est-ce que vous voulez dire que sur les derniers mois, il n'y a pas eu d'expression populaire assez dense dans les rues de Lomé ou ailleurs sur le territoire national? Oui, on a vu comment l'armée, les forces de l'ordre se sont comportées. De la même façon, les forces de l'ordre se sont comportées en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Mais lorsque les moments étaient venus pour que la grande expression populaire s'exprime, l'armée s'est bien comportée. C'est ce que j'allais dire. Et justement, la question des milices que nous avons connues, nous en parlerons. Ça peut être aussi le fait que, au sein de l'armée, on constate qu'il n'y a pas cette unanimité sur laquelle le régime pourrait se baser pour réprimer, qu'on a peut-être eu fait recours à des individus, tout ça pour agir. Encore quelque chose sur le congrès de Willy. Ce congrès qui se tient à ce moment-là, qui coïncide avec les événements de rue qu'on connaît au Togo, est-ce que c'est finalement une bonne ou une mauvaise chose pour notre pays? Normalement. Non, mais je donne la parole à Dani d'abord. Mais il faut bien qu'un parti politique tienne un congrès. Vous savez, il y a dans des régimes comme celui du Togo des partis de fait comme ça qui ne fonctionnent pas normalement. Et on avait déjà des bruits que ça n'allait pas bien dans la maison Unir, que des gens avaient des pouvoirs qui n'étaient pas en mesure d'exercer, et que l'ancien, les pontes du RPT tenaient encore les rênes de la gestion d'État. Et on nous a même fait croire que le chef de l'État n'aurait pas le dernier mot sur un certain nombre de décisions. Maintenant, ceux qui sont rassemblés à Tchévié, si ce sont de vrais militants d'un vrai parti politique qui se respectent,
ben, ils vont mettre en place des instances et des organes qui reflètent leurs desiderata par rapport à la conduite du Togo à partir de demain. Et là, je crois que ce congrès vient à point nommé, et parce que vous savez, les dirigeants du Togo aujourd'hui sont interpellés. Et ils seront indéfiniment interpellés pour autant qu'ils ne vont pas se déterminer par rapport au devenir, à ce que les Togolais attendent aujourd'hui. Quand vous voyez cette masse-là, je crois que si j'étais du Nil aujourd'hui, ben, je prendrais le temps d'analyser tout ça. Ceux-là qui sortent et autres ne sont pas manipulés pour le faire. Ils expriment une vérité. Et quand vous êtes consciencieux, quand vous voulez gérer un pays tenant compte des attentes, préoccupations et priorités des citoyens, ben, vous ne pouvez pas vous enfermer dans une tire d'ivoire et donner l'impression que ben, ce sont des manipulations et autres. Tout ce qui se dit sur les opposants, on l'entend, mais le peuple réel s'exprime. Et quand on est intelligent et quand on gère son pays en ce 21e siècle, il y a une façon de comprendre ça. Même question, Maître Jean Degui. Oui, je crois que la première information sur le congrès de UNIR que j'ai entendue est venue après les manifestations du 19 août. La première information que j'ai eue, comme quoi UNIR veut tenir un congrès, c'est venu après les manifestations du 19 août. Donc je me suis dit que, bon, en fait, finalement, le pouvoir a compris que dans sa propre maison, il faut déjà commencer à se réorganiser. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que depuis longtemps, ce parti a été créé, d'autres ont eu leur congrès un certain nombre de fois, et celui du chef de l'État n'en a jamais eu. On ne sait pas qui fait quoi. C'est bien qu'il se détermine, qu'il se réorganise, c'est une bonne chose, qu'il se prépare pour des combats, qu'il soit bien, surtout démocratique. Okay? C'est une bonne chose. Donc moi, je n'ai aucune difficulté à voir ce parti se réorganiser et le faire, et essayer de le faire dans les meilleures conditions. La seule chose que je dis, la réorganisation du parti UNIR changera quoi dans la vie politique togolaise et notamment dans la vie du citoyen togolais? Qu'est-ce que ça changera? Est-ce que ce sera juste ce que nous avons eu avec Yadema, où on fait des congrès du RPT, mais c'est toujours la même personne qui prend toutes les décisions? Est-ce que c'est ce que ça va être? Ou bien est-ce que réellement quelque chose va sortir qui va avoir un impact sur la vie politique dans ce pays? Voilà le problème. Et je reviens tout à l'heure à la discussion, ou du moins les éléments qu'évoquait Fulbert, pour dire qu'effectivement, l'armée togolaise a évolué. Et quand nous parlons de l'armée togolaise, nous ne parlons pas de l'armée dans sa globalité. Nous parlons de ceux qui détiennent véritablement un certain pouvoir dans cette armée et qui, malheureusement, sont un peu à la merci. Et justement, c'est ce que le pouvoir utilise, c'est ce que le pouvoir vante aussi. Quand vous entendez les proches du pouvoir, ils vous disent certaines choses qui ne vous étonnent pas pour des gens qui ont été dans cette lutte pendant plusieurs années comme moi. Ça ne m'étonne pas, on vous dit, dans tous les cas, tant que l'armée est de notre côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ok? Donc, qu'il y ait des pans entiers de notre armée aujourd'hui qui soient vraiment républicains, des jeunes qui ont été formés, qui sont revenus, qui pensent autrement, c'est vrai. Mais il faut aller dans le fond des choses et voir comment on s'organise au sein de l'armée. Et quand vous voyez l'organisation, quand vous voyez qui a la réalité du pouvoir dans cette armée, c'est là où vous comprenez qu'on continue d'utiliser cette armée comme épine dorsale du pouvoir. Voilà. Philbert Artiste, sur la question de la tenue en ce moment même du congrès de UNI. Bonne ou mauvaise chose pour la crise que vit notre pays? Je ne sais pas très bien quoi répondre par rapport à la question duale qui consiste à savoir si ce congrès est bien ou s'il n'est pas bien. Je dis simplement que je suis étonné que ce congrès arrive au moment en crise. Et quel est son objectif? Ce que moi je pense en tant qu'analyste politique et acteur politique, c'est que ce congrès vise à rassembler les énergies des membres du parti UNIR derrière le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on peut penser que tel que les choses se passent aujourd'hui, où l'image du chef de l'État a été salie aussi bien en interne qu'à l'extérieur du pays, bon, il peut y avoir quelques fissures au sein du parti. Faisons en sorte que le parti soit soudé pour soutenir le chef de l'État qui est en difficulté aujourd'hui, qui est contesté. Je pense que c'est ça. Maintenant, à supposer même qu'au lendemain de ce congrès, c'est-à-dire peut-être tout à l'heure ou demain qu'on nous annonce que quelqu'un d'autre prendrait la place du chef de l'État, d'abord il faut s'étonner aussi de ce que
le chef de l'État soit toujours resté président du parti uni. Tu vois, cette confusion de rôle, chef de l'État, président de parti, dans les pays démocratiques, dès lors qu'on devient chef de l'État, on monte au-dessus de la mêlée, on démissionne de la tête du parti, parce qu'on n'est plus partisan, on est pour tout le monde. Donc si demain, on élisait un autre président, est-ce que dans les statuts du parti, le parti décide pour l'État? Non. Le parti n'a aucune impulsion directe dans l'action politique du pouvoir. Donc ça n'aura aucune incidence si on changeait de président. Encore que je m'étonnerais qu'on change de président. Même si on le fait, ce serait du cinéma. Bon, maintenant, est-ce que ça peut apporter une solution? Quand on voit ou quand on analyse le discours du chef de l'État à ce congrès, on comprend très bien que le congrès n'est pas destiné à réfléchir au sein du parti pour sortir des solutions de crise. Ce n'est pas pour cela. Quand le chef de l'État dit « on nous a dénigrés, on nous a traités de dictateurs sanguinaires », la vérité finira par triompher et que nous sommes optimistes, c'est qu'on attend de retourner la situation en faveur du parti au pouvoir ou en faveur du chef de l'État. Donc en fait, ce congrès n'apportera rien du tout. Il intervient au bon moment, mais je crains que cela n'apporte aucune solution à la crise que nous traversons. Dans un instant, nous parlerons de la crise et des différents acteurs qui interviennent dans cette crise, à savoir le pouvoir, mais aussi l'opposition, la société civile, la communauté internationale. Mais avant, il y avait un ministre de la République qui avait dit à l'entame de cette crise autour du 19 août que il s'agit en réalité d'une euphorie. Il comparait un peu cette crise à une euphorie dans laquelle les Togolais sont habitués à entrer de temps en temps depuis le début du processus démocratique togolais. Est-ce que vous aussi vous comparez ce qui arrive au Togo à une euphorie? Euphorie, non, évidemment. Vous savez, quand on est nourri au biberon du Nil, on tient des discours comme ça, on ne prend même pas du recul, on dit des choses pour plaire. Et évidemment, on croit désactiver cette mobilisation en tenant de tels propos. Je crois que ce qui se passe au Togo aujourd'hui ne s'est jamais passé au Togo avant. On a vu ce qui s'est passé de 90 à 92, c'était une étape importante. Mais les mobilisations auxquelles nous assistons aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur du Togo, cette expression de la citoyenneté togolaise est inédite. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Maintenant, quand on est acteur politique, on l'analyse assez froidement pour comprendre qu'il y a un message que les gens veulent passer. Entre autres messages, ils disent que ça fait 50 ans qu'une famille est au pouvoir. Ça ne se démontre plus, ça se sait. Alors, quand c'est le cas, on fait quoi? Il y a un certain nombre d'institutions de l'État qui sont ankylosées. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut diriger le pays dans l'État où il se trouve aujourd'hui. Tout à l'heure, les collègues parlaient de l'armée. Au contraire, moi, je ne pense pas que l'armée soit utilisée. C'est l'armée, à mon avis, qui détient la réalité du pouvoir d'État au Togo. Elle le détient puisque c'est elle qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir à la mort de son père. Elle le détient puisqu'il y a un certain nombre de décisions auxquelles le chef de l'État s'engage et qui n'applique pas. Elle le détient aussi parce qu'on l'appelle grande muette et puis voilà, il y a des officiers supérieurs de l'armée qui sont au gouvernement. Il y a un certain nombre de ces officiers qui agissent sur les décisions que le parti au pouvoir prend, que le chef de l'État lui-même prend. Il y a un certain nombre de coteries qui tiennent la République togolaise en main aujourd'hui. Et je crois que si on recherche des solutions aux problèmes togolais, il faut avoir la capacité d'analyser ces questions à fond pour dire, dans l'avenir que nous recherchons pour le Togo, quelle est la place de cette armée? Quel sera son rôle? Qui détient les ficelles de l'État? Et quelles sont leurs attentes par rapport à cette transformation-là? Ça permettra véritablement d'arriver, de ne pas se mentir, continuer à se mentir, et d'arriver véritablement à trouver une issue durable à notre crise. Je parlais d'euphorie entre-temps, sur cette question que Dani a revenu sur la situation de l'armée. Sur la même question, est-ce que vous sentez que les Togolais sont entrés dans une forme d'euphorie? Je trouve vraiment dommage qu'un peuple dans la situation qui est celle du Togo manifeste, revendique, et que ceux qui sont parmi les dirigeants qualifient cela d'euphorie. Je trouve cela extrêmement grave. Je ne sais pas comment vous avez un peuple qui revendique, qui manifeste, qui cherche quelque chose, et non seulement qu'il l'exprime à l'intérieur, mais également à l'extérieur. C'est-à-dire que les Togolais, où qu'ils se trouvent,
sont décidés, même s'ils ne sont que 10 dans la rue, ils sont décidés à se montrer togolais, à revendiquer la même chose. Et vous dites, ils sont rentrés dans une euphorie. Vous imaginez? Une fois encore, je vous ai dit ici que on a complètement abêti ce peuple et on le méprise. C'est un véritable mépris que de considérer que les Togolais entrent dans une certaine sorte d'euphorie. Vous savez, dans un pays que l'on gouverne et dont on respecte les peuples parce qu'on est comptable de ses actions et on doit faire des redditions de comptes au peuple, même si c'est 10 personnes qui manifestent, on les entend et on fait attention. On se dit, qu'est-ce qu'ils expriment? Quelles décisions nous pouvons prendre pour que cette expression-là n'aille pas plus loin? Mais ici, on nous dit, les gens sont dans une euphorie. Mais il y a autre chose qui, moi, m'inquiète. Et je voudrais en parler ici, avant même de sortir les analyses que je fais là-dessus, c'est cette histoire de la vérité finira par triompher. J'ai des inquiétudes par rapport à ça. Et je vous assure, j'ai de grosses inquiétudes. Parce qu'on nous a dit dès le départ que, en fait, ce qui se passe au Togo aujourd'hui, il s'agit d'un complot et de terrorisme islamiste. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre autour de ce monsieur Tipi Atchadam et de son parti. On a forcé, ça n'a pas marché. Après, on est parti sur les comportements identitaires. C'est pour nous faire croire ce que Yadima nous a fait croire dans les années 90. En fait, les gens veulent une guerre civile, les gens veulent s'attaquer à certaines ethnies. Ça n'a pas marché non plus. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que la vérité finira par triompher. La question que je me pose, quelle vérité finira par triompher? Et comment est-ce qu'elle va triompher? Est-ce que demain, on va nous faire arriver un attentat au Togo pour montrer qu'en réalité, c'est ce que le Togo allait subir? C'est ce complot-là qui est en train de se réaliser? Est-ce que demain, on va se trouver dans une situation où les ethnies vont s'attaquer les unes aux autres et on va nous dire, mais en réalité, voilà, vous voyez, voilà ce qui devait arriver, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité? J'ai des inquiétudes parce que j'ai entendu ce discours de la bouche de Yadima pendant longtemps et je sais généralement après ces discours ce qui arrive. En tout cas, moi je fais une analyse que je publierai dans la semaine sur ce que je pense de toute cette situation, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce qu'on nous serve aujourd'hui, que la vérité finira par triompher. Je ne sais pas quelle vérité. Si c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas un dictateur sanguinaire, bon, on verra. Mais si c'est pour autre chose, je voudrais savoir de quelle vérité il s'agit. Je ne vais plus vous poser la même question puisque... J'ai envie de répondre un peu là-dessus pour dire, d'abord, quand on parle d'euphorie pour qualifier ce qui a commencé à partir du 19 et ensuite le 6 et le 7 avec les grandes mobilisations, qu'est-ce qui était l'antécédent de cette euphorie? Parce que l'euphorie, c'est une situation de satisfaction à l'extase, à l'extrême. Qu'est-ce qui produit cette euphorie? Je pense que la personne qui a dit ça ne savait pas exactement quoi dire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette qualification nous amène à dire que l'on considère que ce qui se passe est un épiphénomène. C'est-à-dire que ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous fera pas sortir de notre retranchement. Et le chef de l'État l'a exprimé au congrès du Parti Unir. Nous avons suffisamment démontré que nous sommes forts, c'est-à-dire nous avons contré jusqu'à présent ce qui est en train de se faire par les contestataires. Nous sommes sereins, ça ne nous ébranle pas. Nous sommes optimistes que ça changera, c'est-à-dire ce que Jean Degli disait tout à l'heure, la vérité finira par triompher. Donc en fait, ce sentiment que chaque fois que les autres sont dans la contestation, ils sont dans le tort, ils sont manipulés, ils ne sont pas dans la vérité, ils ne réclament pas quelque chose qui est juste et que la vérité se trouve toujours avec nous. On l'a vu avec Eyadema et ça n'a jamais changé. Nous sommes dans un système qui fait la reduplication de tout ce qui s'est passé antérieurement, de tout ce qui s'est passé au Togo. Et donc quand on dit c'est un épiphénomène, c'est une euphorie, alors que ce qui se passe aujourd'hui, comme Dany l'a dit, c'est inédit, ça ne s'est jamais passé. Le fait que spontanément, dans toute la diaspora, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, les Togolais s'expriment pour dire ce régime-là, qui est là depuis 50 ans, nous n'en voulons plus. Je crois que ce qui se passe est une expression majeure de la volonté des populations de changer de régime, et ça est loin d'être... Bien, merci Philbert Atisso. Nous allons commencer par parler des acteurs de cette crise, notamment l'opposition. On a reproché à cette opposition son manque de stratégie. Est-ce que
finalement elle a écouté. Avant de vous donner la parole, puisque vous êtes de cette opposition, vous êtes un leader de parti politique, Maître Jean Degli d'abord, est-ce que l'opposition togolaise a enfin écouté les critiques qui sont portées contre elle depuis quelques années maintenant? Je pense que progressivement, des gens écoutent, même si certains restent obtus et arc-boutés sur de vieilles positions. Je crois que les choses ont quand même un peu évolué. Vous savez, on a eu toujours dans ce pays le problème de division de l'opposition, d'absence de stratégie et de volonté de tuer celui qui est en avant. Et dernièrement, j'ai vu quand même que, après beaucoup de critiques, beaucoup de discussions, beaucoup d'échecs, notre opposition a accepté de revoir sa position un tout petit peu. Et lorsque Tipi Achadam a lancé son mouvement, l'une des premières choses qui ont interpellé, c'est qu'il a appelé les autres à reprendre le mouvement. Sinon, à venir et ensemble faire. Et ça, c'est important. Et nous avons vu après. Au départ, certains ont cru penser que c'est eux seuls qu'on appelait. Et malheureusement pour eux, ou heureusement pour tout le monde, celui qui a appelé n'a pas appelé que quelqu'un. Il pense que l'opposition doit reprendre dans son entièreté le mouvement. Et aujourd'hui, nous avons 14 partis d'opposition qui se sont réunis et qui parlent, qui font ensemble. C'est vrai, il y a quelques cacophonies de temps en temps, mais je crois qu'ils font des efforts. Dans tous les cas, des gens comme nous sont là pour ne leur faire aucun cadeau. Ça dit que ce n'est pas par mépris, ou bien je suis conscient de ce que c'est difficile d'être leader et c'est difficile de diriger une lutte de revendication. Mais en même temps, il y a le b.a.-ba qu'il faut respecter. Et c'est à cause de ça que dernièrement, moi, je suis sorti souvent pour dire ça ne doit pas être comme ça, ça doit être comme ci, ça doit... Avec la petite expérience que j'ai dans le passé, j'essaye de dire quelque chose. Mais je crois que fondamentalement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, l'opposition peut dire que l'opposition a progressé. Bien, merci. Même question, Dani Aïda. Oui, évidemment, il faut reconnaître que quand on voit à son actif depuis le mois d'août ce que cette opposition a réussi à faire, à remettre le Togo dans l'actualité internationale, à rappeler au pouvoir en place la réalité de ce qu'il est, il faut reconnaître que c'est une performance notable. Si elle est parvenue à ces résultats-là, c'est parce qu'elle a une stratégie. Elle a pu lancer un mot d'ordre autour du retour à la Constitution de 92. Elle a maintenu sa cohésion jusqu'à aujourd'hui, voilà, à son actif. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une coalition circonstancielle, une coalition, disons, conjoncturelle qui est là. On a parlé d'unicité d'action, c'est beau. Je ne crois pas que cette coalition dispose aujourd'hui d'un plan d'action commun qui détermine cet engagement collectif à aller vers un but avec des ressources qu'on y aura. La politique, ce n'est pas un jeu vidéo. Quand on est en politique, quand on engage un rapport de force, on sait où on veut aller et on a un plan A, un plan B, un plan C et on mobilise des ressources pour ça. Ce serait un gâchis extraordinaire et il serait impardonnable, les leaders de ce mouvement, y compris mon ami Fulbert, si jamais ils ne capitalisent pas sur la mobilisation actuelle. Cela suppose que cette opposition ait la capacité de planifier ses actions à venir, pas seulement sur le plan du rapport de force dans la rue, mais également par rapport aux échéances du processus politique, vers des élections éventuellement. Nous poserons la question passant par des négociations éventuellement. Nous poserons la question à Fulbert Atisso, mais je voudrais rappeler à l'endroit des auditeurs que la tradition qui veut que 45 minutes après le début de cette émission, eux, ils puissent intervenir, que cette tradition ne peut pas être respectée aujourd'hui, vu le contexte ou bien le caractère spécial de ce rendez-vous avec 3 acteurs de la société civile et des partis et politiques. Donc, Fulbert Atisso, la même question. Oui. Est-ce que vous avez finalement entendu les critiques qui sont portées à l'encontre de l'opposition? Je pense que oui. Quand vous observez aujourd'hui l'opposition, surtout les 14 partis qui sont regroupés dans une coalition qui conduit la mobilisation, il est évident que cette opposition a intégré beaucoup d'expériences du passé, beaucoup de leçons ont été prises en compte. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est inédit. C'est inédit parce que
Vous savez que dans le passé, souvent, les regroupements ont englobé aussi la société civile. Cette fois, il n'y a que les partis politiques qui agissent et la société civile appuie à travers diverses actions, à travers par exemple la réflexion, les propositions et le travail de terrain qui consiste à documenter les violations des droits de l'homme, la répression, etc., etc., etc. Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est quelque chose de sublime parce que les 14 partis politiques qui pilotent, qui conduisent la lutte ont une très grande cohésion en leur sein. Il y a une très grande cohésion. Vous savez que déjà même, avant même la marche de Tipi Atchadam le 19, il y avait des tentatives de regroupement qui se faisaient. Le groupe des 6 d'abord, auquel le Togo autrement appartient, le CAP 2015 qui existait depuis longtemps, qui a fait des choses fantastiques sur le terrain, et puis les autres partis aussi qui travaillaient sur le terrain. Donc il y a déjà eu des rapprochements entre le G6 et le CAP 2015, parce que nous avions compris que seuls les partis avaient des difficultés à faire face à un régime qui est vieux de 50 ans et qui confisque tous les attributs de l'État pour se conserver ou se maintenir. Donc, finalement, avec la marche de Tipi Atchadam qui a été le déclencheur de la situation que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, les partis se sont assemblés, se sont regroupés, et les groupes se sont assemblés pour former aujourd'hui la grande coalition des 14. Donc, nous avons tenu compte du passé, nous avons été enrichis par les expériences et les leçons du passé, et aujourd'hui, nous constituons une grande cohésion, une grande coalition, avec une cohésion, avec une organisation interne. Et je veux rappeler à Dani que nous avons fait un mémorandum qui constitue une feuille de route pour nous, et nous avons même préconisé dans ce mémorandum une solution de sortie de crise. Ce qu'il faut faire pour que nous puissions sortir de la crise que nous connaissons, et la question des ressources, les ressources humaines, les ressources financières, la programmation, tout ça est discuté au sein de la coalition. Nous savons bien où nous allons et nous avons un projet pour tout cela. La question qu'une partie des Togolais se pose à ce moment, c'est de savoir si cette unité d'action a perduré. D'abord, elle est conjoncturelle. Dani l'a dit tantôt. Tout le monde a compris que les unités d'action autour de la participation aux élections, nous avons tout souvent voulu ça aussi, les alliances électorales qui permettent que les partis se rassemblent pour participer aux élections. Ça n'a pas marché. Vous savez que le CAP 2015 aurait eu plus de partis que ça, mais ils se sont retrouvés à 5 pour soutenir un candidat à la dernière élection présidentielle, parce que certains autres partis n'étaient pas d'accord. Donc, les unions électorales, les unions autour d'objectifs qui consistent à faire la politique ensemble, etc. Tout ça a été revu et corrigé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une coalition conjoncturelle qui vise à mobiliser les populations et à faire en sorte que les populations puissent obtenir les revendications essentielles qui sont celles que nous posons pour que nous créions les conditions d'une alternance dans ce pays. Donc, je puis vous assurer que eh bien, ce n'est pas une union où tous les partis sont fondus. Nous ne sommes pas devenus un parti unique. Chaque parti a encore la latitude, la faculté d'aller sur le terrain pour faire son travail. Et surtout, il faudrait que ça soit dans le cadre de ce qui est fait en commun. Mais c'est une coalition conjoncturelle qui conduit une lutte. Dès que nous aurions obtenu ce que nous voudrions, on a compris, chaque parti va retourner dans sa chapelle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette partie du débat. Oui, je voudrais dire simplement que si ce qui se passe aujourd'hui, cette cette unité d'action conjoncturelle, si elle finit par triompher, elle finit par réussir, demain, on peut avoir une unité pour aller dans les élections aussi. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Si ça réussit aujourd'hui, pourquoi pas demain? Et je crois que ce sera possible. L'opposition togolaise n'est pas bête pour comprendre que quand on fait quelque chose pendant des années que ça ne marche pas, et qu'on fait autre chose que ça marche, il ne faut plus retourner à ce qu'on faisait avant.
parce que ça ne marchera pas. Donc je pense que l'essentiel, c'est que ce qui se passe aujourd'hui aboutisse à quelque chose de concret, et je crois que la suite pourra nous étonner. Je retourne à Fulbert Artisse, puisqu'on sait qu'il appartient à la délégation ou bien à la coalition des 14 partis politiques. On sait aussi que cette coalition a mandaté certains leaders à l'intérieur du pays pour rencontrer des populations à Sokodé, à Mafilo, à Tapamé, et à Lomé même, pour ne citer que ces villes-là. Quelles sont les dernières nouvelles autour de cette délégation, Fulbert? Les dernières nouvelles, c'est que la délégation qui a été mandatée par la coalition des 14 a rempli sa mission et elle est rentrée hier soir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des tribulations sur le chemin, il y a eu des difficultés, mais je puis vous assurer que la délégation a rencontré les populations qui soutiennent la coalition, les victimes de la répression, les blessés, les familles des victimes et tout ça, aussi bien à Tapamé, à Sokodé, à Bafilo. L'étape de Kara a connu quelques difficultés, mais eh bien, la mission a été bien remplie et je peux vous assurer que les populations étaient très contentes que la coalition compatit à ce qui leur arrive et partage une proximité avec elle, et ce n'est pas la première fois que la coalition a fait ça. C'est une opération qui a été rééditée et ça sera réédité tant que la mobilisation continuera face à ce régime-là. Donc la délégation est bien rentrée, elle a rempli sa mission et nous aurions le compte rendu lors de la réunion de demain. Fulbert Artisse évoquait les quelques difficultés que la délégation de la coalition a eu en chemin, mais quand on se réfère à ce qui se faisait au Togo il y a quelques années, on ne peut pas imaginer quand même qu'en temps de crise, qu'une délégation quitte Lomé et qui va jusqu'au fin fond du pays et revenir, même s'il y a eu ces quelques difficultés-là. Quelque part, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Togo a évolué? Oui, il a fait un tout petit pas, mais on aurait bien aimé que cela se passe encore mieux. Et surtout qu'on n'est même pas à gérer ces crises-là. Le Togo aurait dû aujourd'hui garantir les libertés publiques. Au point que quand l'opposition a envie d'aller dans Kara, qu'elle ne soit pas soumise aux contraintes, aux obstacles qu'on a signalés. On aurait aimé que la ville de Sokodé n'ait pas subi le blocus. Certains parlent même d'un état de siège qui n'a même pas été décrété officiellement, mais que cette ville a subi. Donc, en définitive, je crois que si on permet à l'opposition de mener ses activités, c'est de bonne guerre. Mais n'oubliez pas que cela intervient dans un contexte où l'espace public subit une restriction assez grave. L'espace public en termes de liberté publique, en termes de liberté d'association, de réunion et autres, que le ministère de l'Intérieur soit amené à contraindre, à astreindre, je devrais dire, l'opposition à ne manifester que les week-ends. Ça ne se passe pas dans un État démocratique. Donc je crois que l'État doit faire compte de tout cela. Il faut permettre à l'opposition de s'exprimer parce que quand on étouffe la liberté, des gens ont tendance à recourir à d'autres méthodes d'action. Et nous ne voudrions pas que cela arrive au Togo. Je ne sais pas si vous avez écouté les conclusions du dernier Conseil des ministres au Togo, mais à écouter ces conclusions-là, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le pouvoir va revenir sur les dernières décisions prises quant à ce qui concerne les manifestations publiques? Rappelez-nous ces conclusions, s'il vous plaît. Oui, à revoir les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines puissances, notamment les États-Unis et la France, sont montées au créneau, n'ont pas été du tout tendres avec les restrictions des manifestations publiques au Togo cette semaine. Absolument. Je crois que le gouvernement a raison d'entendre raison. Je m'excuse pour la tautologie. Quand on est dans un État moderne, il y a des choses qu'on ne se permet plus. Et il ne faut pas attendre que le département d'État américain ou bien le ministère des Affaires étrangères de France réagissent avant de comprendre ça. Déjà à l'intérieur du pays, beaucoup de gens ont dénoncé cette propension du ministre Boukpessi à se comporter dans un état de non-droit. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis vous savez, ce n'est pas parce que nous ne nous entendons pas en Togolais sur les questions politiques que nous ne sommes pas fiers quand l'image de marque du Togo est édulcorée à l'extérieur. On n'est pas fiers de ça. Nous, Togolais, on aime aussi qu'on parle bien du Togo. On a que ce pays-là.
Et tout ce que nous recherchons, c'est que le Togo soit reconnu comme État de droit démocratique, ce qu'il n'est pas encore. Et c'est très bien que l'opposition et un certain nombre d'acteurs de la société civile et même des citoyens lambda aujourd'hui se battent pour que le Togo devienne une démocratie. C'est le combat premier que tout le monde mène. Et vous, je ne sais pas, vous ne l'avez pas relevé, mais en filigrane, le pouvoir lui mène notre combat. C'est un combat électoral. Pendant que les autres manifestent, d'autres reforment leur CENI, d'autres sont en train de dire qu'on part vers un référendum. En prenant de vitesse les adversaires. Et là, c'est la meilleure façon de conserver les problèmes et surtout d'amener à ce que nous arrivions à une implosion. Parce que le Togo, on l'a vu déjà dans les années 90, quand on a cette instabilité, ça arrange quelques-uns. C'est le bas peuple qui souffre pendant que ceux qui sont au sommet se sucrent allègrement. Je rappelle que vous nous écoutez à Pyramide FM, D12 spécial avec 3 invités. Philbert Atisso, il est acteur politique. Maître Jean Degli, il est de la société civile. Et Dani Aïda, il est togolais, mais expert international. Nous parlons des acteurs de cette crise. Je voudrais qu'on s'intéresse aux attitudes de certaines villes, notamment Mango, Bafilo, Sokore. La contestation observée dans ces villes, elle est inédite puisque jadis ces contrées sont considérées comme étant des fiefs du pouvoir. Est-ce qu'au sorti de la crise, est-ce qu'on va avoir des conséquences sur le plan politique? Vous savez, il me semble qu'on ne peut pas. D'abord, j'ai toujours considéré que c'est une illusion et c'est un mensonge absolu de considérer que certaines contrées dans notre pays sont le fief ou la chasse gardée du régime en place. Je n'y ai jamais cru, je n'y crois pas. On essaye d'embrigader les gens, on essaye d'empêcher qu'ils puissent recevoir les idées qui sont les idées qui circulent dans la plus grande partie du pays, dans le reste du pays. Mais les gens ne sont pas dupes. Et quand on fait des élections chez nous et qu'on dit que bon, ok, on gagne les élections toujours dans le nord et les autres gagnent dans le sud, ça c'est des créations artificielles. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, en 91-92, nous avons vu dans ce pays, au moment où on était au gouvernement de transition, la France a tout fait pour commander des sondages dans le pays pour voir quel était le poids du général Eyadema. Ok? Et on est ressorti avec un résultat qui donne moins de 10% au chef de l'État, qui a gouverné le pays pendant 24 ans déjà. Et dans sa propre localité, c'est-à-dire dans Kara, il représentait encore moins que ça. Mais quand vous faites des élections, on vous dit que non, que l'on a gagné dans le nord et c'est les autres, tout simplement parce qu'on veut toujours donner l'impression que l'ethnie nous appartient. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui instrumentalisent les ethnies, qui disent les ethnies leur appartiennent, disent que les Kotokoli n'ont pas le droit de soutenir Tipi Achadam. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, une chose et son contraire, tel qu'on essaie de le développer au Togo. Moi, j'ai des difficultés à comprendre. Mais ce que je vais vous dire, c'est que il est certain qu'au sortir de cette crise, des élections dans ces localités seraient difficilement gagnées par le parti au pouvoir, puisque la répression que ces gens ont subie, ils l'ont identifié, bien évidemment, à celui qui les réprime, c'est-à-dire le parti au pouvoir. Mais vous savez, je voudrais vous dire, c'est que le Togo a ceci d'extraordinaire, que c'est lorsque le pouvoir est contesté qu'il a les résultats les meilleurs dans notre pays. Quand les gens contestent le pouvoir en place, on va aux élections. Rappelez-vous des dernières élections législatives. Le pouvoir était contesté du sud au nord. Mais quand on est allé aux élections, c'est là où ils ont eu la meilleure. Donc le Togo est un pays peut-être miraculeux, hein, où quand on conteste les gens, ils ont les meilleurs résultats. Donc je ne voudrais pas vraiment me prononcer là-dessus, parce que je sais que la manipulation va faire en sorte que demain on aura l'impression que les gens de Mango, de Bafilo, de Sokore ont trouvé que d'un seul coup le pouvoir est devenu, le régime est devenu tellement extraordinaire, qu'il leur a fait tellement de bien qu'il vaut mieux lui donner. C'est peut-être la vérité qui finit par triompher. Non, mais peut-être c'est la vérité. Sur les conséquences, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Les conséquences liées à la contestation dans certaines villes du nord du Togo. Voilà. C'est vraiment, je n'ai jamais été aussi fier d'être togolais, de voir le pays uni pour une fois autour de causes justes. C'est-à-dire que je déplore évidemment tout ce qui s'est passé, Mango, Bafilo, Sokore, Kara, tout ça, en termes de perte en vies humaines, destruction de biens publics et privés. Mais qu'on sache que nos concitoyens
de ces préfectures, régions et autres. Quand on considère de la région centrale vers Kara et Savane comme le grand nord du Togo, est aussi pris fait et cause pour les mêmes raisons qui ont amené pendant longtemps le Sud à être considéré comme un bastion de l'opposition. Je trouve que l'unification du pays sur le plan de la contestation de l'état de non-droit a été réalisée et c'est une très bonne chose. Nous lisons sur des médias sociaux des réactions des citoyens qui librement disent ce qu'ils pensent de la gouvernance actuelle et de ce qu'ils attendent d'une gouvernance future. Il faut lire les noms des gens. Vous comprenez que ces gens s'expriment assez librement et vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui relient des gens indépendamment de leur ethnie, de leur région d'origine et autres. Et je pense que nos amis qui sont au pouvoir en ce moment et qui se préparent sans doute à passer dans l'opposition prochainement doivent bien méditer cela. Oui. Oui, mais en fait, je pose la question autrement, en fait, liée toujours à ces villes du nord du pays, Bafilo, Sokone et peut-être Mango, si on sait que ces villes sont à dominante quand on parle de religion musulmane. Et quelque part, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir, puisque depuis le début de cette crise, on a évoqué l'intégrisme religieux, on a semblé dit que quelque part des djihadistes seraient cachés derrière les manifestations. Est-ce que vous partagez ça? Non, je ne partage pas. Je pense que quand vous regardez un peu la sociologie du Togo, il y a eu un vivre ensemble, au Togo qui a permis que les gens s'imbriquent au niveau des familles. Vous allez aujourd'hui dans toutes les familles du Sud, vous trouvez des gens du Nord qui sont des neveux, qui sont des nièces, etc. Vous allez dans le Nord, vous trouvez les gens du Sud. Et nous partageons des valeurs communes depuis très longtemps. Donc, le problème au Togo ne se pose plus en termes ethniques, mais en termes de mieux-être. C'est-à-dire, qu'est-ce que le régime qui nous gouverne pendant plusieurs années a pu faire pour nous, que nous soyons de Kara, que nous soyons Kotokoli ou de Lomé? Qu'est-ce que nous avons comme solution à notre problème de vivre ou de vécu, de mieux vivre? Je pense que la question aujourd'hui se pose en ces termes-là. Est-ce que nous partageons des valeurs ensemble, les valeurs de démocratie, d'état de droit, etc. Et ça fait que depuis très longtemps, nous avons considéré à tort le Nord comme le bastion du régime RPT et de l'UNIR ensuite. Moi, je me souviens que quand nous étions à la prison de Kara en 2010, les jeunes qui étaient en prison, parce qu'ils beaucoup étaient des délinquants, des voleurs, parce qu'ils nous disaient, pas que la ville était dans la prison, ils nous disaient, nos frères sont dans des postes importants, mais ils n'ont rien fait pour nous, cette ville. Et vous avez tendance à croire, vous qui êtes du Sud, que nous sommes mieux, mais en fait, vous êtes mieux que nous. Et nous souffrons ici. Donc, en fait, tous ces gens nous disent, intéressez-vous à nous, venez faire de la politique chez nous, implantez vos partis ici, etc. Nous avons toujours cru le contraire. Mais aujourd'hui que bien, tout le peuple s'est exprimé et que des leaders viennent de ces partis-là et qui manifestent de l'intérêt pour ces gens, nous avons compris que ces bastions-là n'étaient pas du côté du parti UNIR, du côté du parti du pouvoir, mais plutôt du côté de l'opposition. Et donc la conséquence sur les prochaines périodes, c'est que nous devons faire attention pour qu'on ne nous dise pas que ce sont nos bastions en volant les élections là-bas, en faisant gagner les candidats du parti UNIR dans cette partie du pays, alors qu'on vole les élections, tous ces gens-là ne sont pas avec eux. Donc ces gens-là sont aussi pour l'alternance, le changement. Nous devons manifester un regain d'intérêt pour les populations du Nord et faire en sorte qu'il y ait une surveillance accrue dans cette partie si demain il y a des élections pour que nous ayons des résultats réels, parce que ces résultats-là s'exprimeraient en faveur de l'opposition. Nous évoquerons à ce propos, j'ai une suggestion à faire pour mon ami Fulbert qui est de la coalition. Il y a plus de 500 ressortissants de Mango qui sont au nord du Ghana aujourd'hui, qui souffrent, et il faudrait bien que la coalition envoie une délégation là-bas, parce que ces gens vivent dans des conditions assez déplorables. On a déjà envoyé des délégations au Ghana.
Vous pouvez être étonné qu'on fait beaucoup de choses. Nous parlerons dans un instant d'autres acteurs qui interviennent dans cette crise, mais là, vous êtes en train de soulever un problème qui est récurrent à notre pays, à savoir le cadre électoral. Et ça fait partie des revendications de l'opposition. On sait aujourd'hui qu'une CENI est en train d'être mise en place, le bureau est en train d'être formé. Est-ce que tout cela vous inquiète, puisque c'est vrai que vous portez ces revendications liées au cadre électoral, mais en même temps, un travail est en train d'être fait justement lié aux prochaines élections, aux prochaines consultations électorales au Togo. Est-ce que vous êtes inquiet? Nous ne sommes pas inquiets du tout. Nous considérons que tout ce qui est en train de se faire est nul et de nul effet. Il faudra reprendre tout ça. Il faudra reprendre tout ça. C'est pour ça que nous voyons faire, nous regardons faire, nous n'y adhérons pas. Nous ne considérons pas que ça, c'est quelque chose de définitif. Mais cela s'inscrit dans la volonté du pouvoir de caporaliser les institutions, comme l'a dit tout à l'heure Dani. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'avoir les institutions sous la coupole du parti UNIR. Parce que c'est à travers la caporalisation des institutions qu'on nous a dit 2005, malgré les 500 morts, nous avons gagné les élections. 2010, nous avons gagné les élections. 2015, nous avons gagné les élections. Et le chef de l'État ne s'embarrasse pas de dire aux gens qu'il a gagné des élections. Il sait bien qu'il n'a jamais gagné des élections. Si jamais il y avait des élections libres, démocratiques et transparentes, il ne les gagnerait pas. Donc cette CENI, nous la multiplions par 0. Nous sommes en train de revendiquer le retour à la Constitution de 1992, le déverrouillage des institutions et le réaménagement du cadre électoral. Et pour que ce réaménagement soit fait, il faut que la coalition se retrouve dans l'ensemble des institutions qui exercent le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pour que nous fassions les choses ensemble pour aller prochainement à des élections libres démocratiques. Dani Aïda, je rappelle que vous avez été représentant de l'NDI, si je ne me trompe, au Burkina Faso, n'est-ce pas? Oui. Et puis maintenant au Congo, en RDC. Et il y a certains qui font des comparaisons entre la RDC et le Togo. Je ne sais pas si ces comparaisons-là, elles sont réelles. Mais en termes d'organisation d'élections dans notre pays, comment arriver à régler définitivement les suspicions qui sont toujours liées à tous les processus électoraux que le pays a connus depuis? Oui, déjà, en mettant en place une commission électorale en marge de tout processus consensuel, ça fausse la base déjà de l'initiative. Le pouvoir prend de court les opposants, mais dans cette affaire-là, les absents n'ont jamais tort. Parce qu'il faut tout faire pour que les protagonistes soient autour de la table et qu'on puisse s'engager dans un processus assez inclusif. On fait cela parce que, vous savez, les dictatures ont ceci de particulier qu'elles multiplient les occasions. Et comme ça, un jour, quand on est au bout de la table, on vous file des problèmes périphériques comme concession et on garde le problème principal. Je crois que c'est à cela que UNIR joue actuellement. Il en est de même de cette initiative de processus référendaire. Et là, vous voyez le gouvernement qui introduit un projet de réforme et qui dit à l'opposition qu'elle n'a pas d'amendement à faire. Comment ça peut se faire et qu'on veut parler de réforme consensuelle. Déjà que je ne trouvais même pas l'Assemblée nationale habilitée à discuter du devenir constitutionnel du Togo dans le contexte quand on considère que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, les Togolais n'ont pas réalisé les engagements issus de notre conférence nationale souveraine. Donc en définitive, je pense sincèrement qu'il faudrait que le pouvoir se ressaisisse assez vite et reconnaisse qu'on n'est pas sur la bonne voie et remettre la balle à terre et essayer d'entendre raison en menant l'opposition à faire des propositions aussi. Par rapport aux revendications de l'opposition qui sont assez claires, il faudrait que le pouvoir se prononce par rapport à cela au lieu de faire un processus parallèle qui ne règle aucun problème. C'est Maître Jean Desguy qui a été le premier à évoquer la question des élections. Ces questions des élections, je ne sais pas si elles vont trouver solution dans le cadre global des dialogues éventuels à opérer dans notre pays, puisque nous avons évoqué l'attitude de la communauté internationale qui, d'une manière ou d'une autre, fait partie ou bien observe la crise au Togo.
de manière générale, quelle est votre lecture de l'agissement de cette communauté internationale? D'abord, je pense que les questions électorales doivent trouver aussi une résolution dans le cadre de la résolution de ce problème. Des solutions claires. Parce que sinon demain, nous reviendrons encore. Parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, toutes les revendications de lui concourent à quoi? Ou bien aboutit sur quoi? Sur l'alternance. Et l'alternance nécessite des élections. Donc, absolument, il faut trouver des solutions. Sur la communauté internationale, je crois que elle est à dimension variable. Hein. On a une certaine communauté internationale, ou en tout cas certains individus qui ont voulu à un moment donné continuer de soutenir le pouvoir que quelquefois ils ont mis en place eux-mêmes en 2005. Et puis, on a une communauté internationale bien réfléchie qui considère que ce qui se passe au Togo est extrêmement dangereux et qu'il faut y trouver des solutions. Et je crois que de plus en plus, cette communauté internationale mieux réfléchie, en tout cas consciente du danger que représente ce qui se passe dans notre pays, est en train de prendre le dessus. J'ai vu et entendu la fois dernière le président Ouattara, dans le cadre des chefs d'État de la CEDEAO, intervenir en disant qu'il faut des solutions à travers un dialogue au Togo. Les Américains sont intervenus de façon assez forte la fois dernière sur les problèmes des manifestations et sur la nécessité d'aller au dialogue. La France est intervenue par la voie du quai au niveau du Quai d'Orsay pour insister également sur la nécessité de respecter les libertés individuelles, s'inquiéter d'abord en ce qui concerne les hommes cagoulés, c'est-à-dire les milices qu'on a déversées dans les rues dernièrement, solliciter ou demander qu'on trouve des solutions aux problèmes actuels à travers un dialogue. Et les parlementaires de la sous-région qui aussi sont venus à Lomé pour faire des missions de bons offices en dehors de celle de l'intervention discrète du président béninois. Donc je crois que la communauté internationale est en train de se grouiller. Elle a d'autant plus intérêt à se grouiller que notre pays demeure le seul aujourd'hui dans la sous-région qui n'a aucune vision sur l'alternance. C'est le seul bastion dictatorial pratiquement, entre guillemets, même si on veut le mettre en guillemets, c'est le seul bastion qui n'a pas une vision sur l'alternance. Donc la Gambie vient de tomber, elle a la possibilité d'alternance désormais, le Togo est le seul qui reste. Et ce qui est dangereux, ou bien ce qui est encore paradoxal. Est-ce que le Togo ne va pas l'entrevoir à travers les réformes portées actuellement par le gouvernement togolais? Est-ce que le Togo ne va pas l'entrevoir? Oui, c'est ce que je dis. Pour le moment, nous sommes là, nous ne sommes pas en train de l'entrevoir et nous espérons que les réformes vont nous permettre de l'entrevoir et de l'entrevoir sérieusement. Pas les solutions cosmétiques que nous avons connues par le passé où on a l'impression qu'on a donné quelque chose de la main gauche et puis de la main droite, on a repris ça et repris encore plus à celui à qui on a donné. Cette fois-ci, on espère que nous aurons des solutions qui permettront véritablement d'aller vers une alternance bien comprise. Bon, voilà ce que je peux dire. Sinon, je crois que la communauté internationale se grouille et que, malheureusement, l'opposition togolaise n'a jamais eu d'autre force que la communauté internationale. En dehors d'aller dans la rue, de manifester, la seule force qu'elle a, c'est la communauté internationale. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il faut que nous préservions cela, parce que c'est une arme pour nous. Voilà. Dani Aïda, oui, sur la même question de la communauté internationale. Oui. Est-ce qu'elle va influer véritablement sur ce qui se passe ici? Oui, mais son rôle est très mineur. Hein. Elle va compter pour autant que les Togolais continuent à manifester leur désir de changement. Et ça, ils le font déjà bien, les Togolais. Ils le font à travers tout le pays. Vous savez, la communauté internationale est représentée ici par les ambassades, la convoi. Ils sont très bien informés. Et ils collectent plus d'informations que nos ministères que vous voyez là-bas. Et bien, ils renseignent leur ministère dans leur pays respectif, ils prennent position. Mais ce n'est pas certainement cette communauté qui viendra obliger le pouvoir à aller dans un sens ou un autre. Il faudrait que le peuple togolais reste éveillé. Il faudrait que le peuple togolais... Je voudrais voir au Togo s'exprimer une société civile réelle, par exemple, aujourd'hui. L'opposition peut être amenée demain à faire certaines concessions qui compromettraient même certaines valeurs, certains principes auxquels le peuple tient. Donc, il faudrait que les gens soient éveillés, que les gens sachent la réalité des problèmes. Là, on parle, quand les constitutionnalistes togolais et africains, par exemple, veulent faire notre bonheur en disant de quel régime on a besoin, quand sans même comprendre le fond de nos problèmes, quand ils croient qu'il suffit qu'on ait quelques articles dans nos constitutions pour que nos problèmes soient résolus, ils n'ont rien compris du tout. La dernière fois, j'ai invité un de ses amis-là à caractériser le régime dont il parle. Quelle est la place qu'il fait, par exemple, à l'armée? Je suis désolé de revenir à cette question de l'armée. Donc, en définitive, c'est pour te dire que
la communauté internationale, en passant par la CEDEAO, déjà joue un rôle intéressant. Et l'OIF a voulu envoyer une mission ici. La tête de cette mission n'a pas pris à l'opposition. On espère que cette institution, la francophonie, va finir par envoyer une mission qui va évaluer certainement la situation. Et le rapport que cette mission va produire va éclairer la communauté internationale sur la réalité du problème que nous vivons et les attentes des uns et des autres. Dans un instant, Philbert Atis, on va parler, mais je reste avec Daniel Ida. Vous évoquez la position de la société civile. Est-ce qu'elle ne joue pas déjà son rôle ou bien elle doit faire plus? Elle ne fait pas encore grand-chose, cette société civile. On ne la sent pas, on ne la voit quasiment pas. On a aujourd'hui à Lomé une société civile trop accommodante. C'est-à-dire quelques individus au nom de grandes organisations au niveau national ou sous-régional que le gouvernement invite de temps en temps autour de la table, qu'on consulte sur de petites choses, qui ont quelques petits financements, et ils sont fiers de ça. Et je n'ai pas encore vu une société civile togolaise se prononcer sur bien les réclamations de l'opposition, sur les initiatives que le gouvernement est en train de prendre. Des gens, ils se calfeutrent, ils ne veulent même pas sortir le nez dehors, ils ont peur. Donc, vous voyez, c'est cette posture-là que certains donnent. Les gens se sont affublés de ces qualificatifs civiles, mais ne font pas grand-chose. Non, c'est pas du tout. Ce que vous dites, est-ce que c'est pas trop dur? Parce que, s'il vous plaît, on a écouté la TDH, on a écouté plusieurs acteurs de Togo Debout, on a écouté la structure Mbouké, dont certains militants seraient même actuellement menacés. Voilà. Mais ce que vous décrivez, c'est un peu comme si vous le tapez dessus. Oui, bien sûr. Très fortement. Et je le fais très amicalement et je peux le faire encore plus. Je dis, si nos amis burkinabés disent souvent, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Ce qu'ils ont commencé à faire là, c'est bon. Ça, actuellement, la société civile ne compte pas dans le jeu politique. Alors que quand on veut revendiquer pour le changement démocratique, vous savez, les partis politiques, je le disais la dernière fois à la conférence, les partis politiques, a priori, sont formatés pour gagner des élections, pour concourir au poste électif et autres. Mais aujourd'hui, c'est les partis qui portent le combat pour le changement démocratique. Mais les valeurs auxquelles les organisations de la société civile ont souscrit en voulant être la voix des sans-voix et autres, ces valeurs, on ne les voit pas, on n'en parle pas aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il serait bon, comme on a vu dans beaucoup d'autres pays à travers l'Afrique, qu'une société civile émerge ici, que des gens se donnent la main, qu'on voit une synergie d'action, un groupe de pression qui va compter et qui sera peut-être entre les deux groupes, mais qui prendra position de façon claire sur les revendications actuelles. Bien, merci. Nous allons écouter le seul acteur politique qui est avec nous. On a évoqué la question du dialogue, puisque elle a été réclamée à tort et à cri par la communauté internationale, mais visiblement les lignes ne semblent pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez évoqué la question du dialogue, c'est ça? Ou bien vous avez évoqué la question de la communauté internationale. D'abord, non, la communauté internationale, puisque les deux vont suffisamment... Oui, mais j'allais dire que la communauté internationale n'apportera pas la solution. Daniel l'a déjà dit. Partie de la solution, Daniel l'a dit. La communauté internationale, c'est Ibn Chambaz, c'est Midaoudou, et c'est aussi... c'est aussi Washington, c'est aussi Paris, il ne faut pas c'est ce que j'allais dire. Donc, la solution est davantage au Togo et dans la diaspora togolaise. Donc, maintenons la pression et nous aurons ce que nous voulons. Maintenant, sur la question du dialogue, vous savez, moi j'ai toujours eu une position assez mitigée sur cette question. Le dialogue, c'est ce que la nature nous a donné, la parole, parler entre nous pour trouver des solutions à nos conflits, etc. Mais nous sommes au Togo et au Togo, nous avons quand même une certaine expérience des dialogues. Nous avons beaucoup parlé au Togo. Ça n'a pas permis de trouver des solutions à notre problème. Et aujourd'hui, on nous demande de parler. Nous irons dire quoi? C'est la première question. Tout en ne restant pas fermé au dialogue. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je me dis, si dialogue doit y avoir, il faut que ce soit un dialogue pragmatique, où nos militants restent dans la rue, la mobilisation demeure, on discute, et ce que j'appelle le pragmatisme, on met en œuvre illico presto les décisions qui sont prises au cours de ce dialogue. S'il y a des réformes à faire, l'Assemblée nationale se réunit pendant que les gens sont au dialogue pour mettre en œuvre les choses, la limitation des mandats, etc. Il n'y aura pas de promesse que les gens nous diront que nous allons réaliser plus tard. Ça ne marchera pas.
C'est pas des gens en qui on peut faire confiance. Ça, sur la question du dialogue, on n'est pas fermé, mais il faut que ce soit pragmatique, différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On donne des gages si les gens ont besoin de garanties pour que... parce que aussi, je pense que Jean l'a dit tantôt, si nous voulons aller au dialogue, il faut que le problème du Togo soit posé réellement. C'est-à-dire que pendant 50 ans, une seule famille, un seul parti, le Togo, nous voulons une alternance. Comment nous faisons? Quelles sont les conditions que nous créons pour que l'alternance arrive? On ne va pas discuter pour nous dire on va aller aux élections pour voir qui va gagner, etc., etc. Créons les meilleures conditions. Si c'est les élections qui vont couronner ce que nous allons, enfin les discussions que nous aurions fait, mais c'est sûr que la question de l'alternance va être posée comme étant une revendication majeure pour que le Togo devienne une démocratie et pour que le Togo avance. Il faut que ce soit posé sur la table. Bon, maintenant, l'autre question, Dani a eu la dent dure à l'endroit de la société civile, je pense. Moi, je suis sur le terrain de la contestation. La société civile nous apporte beaucoup de choses. Même quand nous marchons, nous voyons des gens, des associations qui viennent distribuer de l'eau, qui viennent nous apporter des vivres, etc. Tout ça, qui viennent soutenir, qui viennent secourir. D'appendice de l'opposition. Non, pas d'appendice, parce que ces gens-là, nous ne discutons pas avec eux au préalable. C'est des gens que nous voyons surgir comme ça dans les manifestations pour secourir les blessés, etc. Et tout. Et puis, il y a Togo Debout, il y a Nubuke, qui sont des associations, des regroupements, des collectifs qui font des propositions. Je pense que Dani attend davantage de véritables propositions. Philbert a dit, on a compris, il nous reste encore 2 minutes et 30 secondes. Je vais vous permettre de clôturer ce rendez-vous avec des propositions pour que le Togo de demain soit meilleur et à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. On commence par Daniel Hidra. Je pense que le pouvoir uni dirigé par M. Fogna Simbe a réussi quelque chose d'extraordinaire au Togo. Instaurer la peur partout. Est-ce qu'elle n'a pas Ça changé fait quelques jours que je suis au pays et tous ceux avec qui je parle n'ont pas confiance en eux. Le pouvoir a réussi à instaurer cette peur-là. Et en même temps, le pouvoir lui-même, avec son premier champion, lui-même est dans une certaine torpeur et n'arrive pas à prendre des initiatives adéquates. Je pense qu'il faudrait que des gens puissent avoir un sursaut. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes très en retard. Moi, mon métier consiste à parler de démocratie aux gens, à faire fonctionner la démocratie. Et je l'ai fait dans plusieurs pays africains. Mais très souvent, quand je me rappelle et qu'on me rappelle que je suis togolais, on me demande pourquoi ça ne va pas chez toi. Et je ne le dis pas comme ça pour plaire ou déplaire, mais je crois que nous sommes capables, en tant que Togolais, nous sommes assez intelligents, nous avons la capacité d'avancer. Et il faudrait que de Tchévi à Lomé, on comprenne ça et qu'on avance. Maître Jean Degli. Oui, je pense que les choses sont claires aujourd'hui. Les Togolais ont exprimé ce qu'ils veulent. Constitution de 92, et puis modification de cette constitution en enlevant tout ce qui est la quintessence, qui fait la quintessence démocratique, en refusant de l'appliquer. Et 2006, on dit essayer de revenir aux fondamentaux de cette constitution à travers l'APG que nous avons signé, nous avons refusé. 16 ans après, nous disons que l'accord politique global est caduc parce que nous considérons que nous sommes assez forts et que nous avons la solution et que le reste ne compte que pour du beurre. Aujourd'hui, la population togolaise à qui on a envoyé une commission demander qu'est-ce qu'elle veut exactement comme réforme, a dit ce qu'elle veut comme réforme. Il faut que nous essayions de comprendre cela et qu'il y ait des discussions entre les deux partis qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir, mais que cette discussion débouche sur ces réformes d'une façon globale et qu'elles soient appliquées immédiatement, comme l'a dit tout à l'heure Philbert Artisson. Bien, mais Philbert Artisson, en un mot. Peut-être pas en un mot, parce que je conclue en disant que la solution appartient au chef de l'État. Elle est avec le chef de l'État. Si elle veut que demain, nous sortions de cette crise qui étreint le pays, eh bien, nous pourrons en sortir. Mais l'entêtement va nous conduire à ce qu'on appelle dans la Révolution le grand soir. Vous savez ce que ça veut dire le grand soir? Le grand soir, c'est lorsque le peuple prend son destin en main, balaye toute la superstructure, vous avez de la fumée, des cendres, les gens sont couchés, c'est le grand soir. Et
les dirigeants ont fui. Nous espérons que nous n'aurons pas ce grand soir au Togo et que des solutions vont arriver assez rapidement pour le bonheur des Togolais de Lomé à Dapaon. Cette émission, elle s'achève. Je voudrais remercier Philbert Atisso, qui est un acteur politique, président de Togo Autrement, Maître Jean Degli de la société civile, président de l'association Bâti le Togo, et puis Dani Aïda, qui est un expert international. C'est un Togolais qui représente le NDI en RDC. L'émission que vous venez d'écouter sera rediffusée à partir de 19h. Malik Feltas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.